Je ne me sens pas étrangère en France, mais je ne me sens pas française non plus. J'ai plutôt une... C'est pas une problématique, mais je n'ai pas de racines, j'ai pas l'impression d'avoir des racines, ou peut-être trop de racines, ce qui fait que je ne suis pas vraiment implantée quelque part. C'est à la fois une très grande richesse, c'est à la fois une très grande... Comment dire, on est un peu suspendu. Ça peut être très plaisant parfois, et puis ça peut être très déroutant par d'autres moments. Et je pense que c'est cette problématique-là qui m'a attirée en premier lieu quand j'ai proposé mes services en tant qu'interprète dans un lieu de soins pour victimes de torture. C'était plus cet aspect exil qui a dû faire écho chez moi. Et je te dis, j'ai découvert la torture et la réalité de la torture via cette activité d'interprétariat que je faisais au début bénévolement. Mais c'était effectivement l'exil, le fait d'avoir affaire à des personnes qui ont à construire, reconstruire, commencer à nouveau. Donc ça, je l'ai vécu dans des conditions autrement plus agréables et confortables. Évidemment, ça n'a pas de comparaison, mais c'est vrai que ça a dû faire écho. Et je pense encore et toujours à nos patients comme étant exilés. D'abord, victimes de torture, ça vient en plus. L'exil vient en plus évidemment de ce vécu-là, mais je veux dire, au jour d'aujourd'hui, au quotidien, ce qu'ils vivent dans la rue, c'est en tant qu'étrangers. Un grand nombre de leurs difficultés, c'est en tant qu'étrangers d'abord, et ensuite, effectivement, le traumatisme et ses effets qui sont souvent très pesants. Orientation médicale aussi. Tout à fait. Alors, c'est un patient récent, je l'ai vu que 2 fois, donc il a 29 ans. De quel pays? Soudan. Je pense que ce patient, il est, avant les tortures et tout ça, il est surtout psychotique déjà à la base. Et là, il est envahi par des voix, par un tas de choses, au point qu'il se tape la tête contre les murs et tout, parce qu'il n'arrive plus à dormir. Son voisin, il s'est plaint qu'il crie toute la nuit. Donc là, pendant les séances, il est extrêmement fatigué, il n'arrive pas même à évoquer des choses et tout ça, c'est très difficile parce qu'il s'arrête de parler, on sent qu'il essaye de se concentrer pour pouvoir tenir un discours à peu près cohérent. C'est vrai que dans des conditions, c'est un peu compliqué. Alors, il a été torturé, donc il y a eu tout un suivi médical assez important. J'ai pris quelques photocopies de là où il est suivi. Et il a dû réapprendre à marcher et tout parce qu'il a été battu au niveau des pieds avec des bâtons en fer pendant des jours et jours. Donc, là, il vient de très loin. C'est un patient assez lourd. Mais je pense que c'est important qu'il puisse vraiment trouver un apaisement de ce côté-là. Sinon... Alors, je m'appelle Anne Barbet. Je viens avec mon film qui s'appelle Ceux de Primo Levi et qui est en compétition française et qui concourt aussi pour le prix des médiathèques. D'accord. De quoi il s'agit dans votre film? En fait, je suis allée filmer dans un centre qui s'appelle le Centre de Primo Levi, qui accueille des personnes victimes de torture et de violences politiques, qui leur offre un espace de soins pluridisciplinaire. Et en les rencontrant, je me suis aperçue qu'ils avaient une parole très intéressante et qui m'a tout de suite passionnée. Et je ne savais pas qu'un tel centre existait. Donc je me suis plongée vraiment avec cette équipe au cœur de leurs problématiques et de leurs réflexions. Et petit à petit, j'ai eu envie d'en faire un film. C'était pas tellement évident au départ, parce que c'est très difficile d'y rentrer. Donc il a fallu que je gagne aussi la confiance de l'équipe et que j'explique profondément le projet. Parce qu'en fait, le parti pris du film que vous adoptez, c'est de donner la parole qu'à des spécialistes. Aux membres de l'équipe, en fait. C'est une équipe pluridisciplinaire qui est composée de médecins, de psychologues, d'une assistante sociale, d'une juriste, d'une kinésithérapeute. Et je ne vois pas les patients, en fait. Je me suis centrée sur eux, leur travail.
parce que je pensais qu'ils pouvaient faire exister leurs patients à travers ce qu'ils disaient qui repose sur une pratique de 15 ans maintenant, puisque le centre a 15 ans d'existence. Il est unique en France. Il est où? À Paris. À Paris. Dans le 11e. Il est très peu connu, sauf des associations qui travaillent autour de ces problématiques. Et j'ai trouvé que là, se menait une réflexion et un accompagnement unique, en quelque sorte. Qui est très humaniste. Oui, qui prend en compte la globalité de la personne, c'est-à-dire que leurs patients sont des gens qui ont vécu des guerres ou des génocides ou qui étaient des opposants politiques, donc qui ont passé beaucoup d'années en prison dans leur pays, qui ont été torturés pour la plupart et qui ensuite ont fait un long chemin d'exil pour arriver en France. Donc ils sont demandeurs d'asile en France où le parcours du combattant continue, c'est-à-dire que c'est pas la fin de leur problème. En France, c'est très dur pour eux. Souvent, ils ont laissé une partie de leur famille, ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Une partie de leur famille a été tuée dans des conditions atroces. Ils arrivent en France et là, dans une société qui est quand même très très peu accueillante. Oui. Donc j'ai voulu montrer un peu cette double peine, si on peut dire. Oui, ça se cumule, hein. Ça parle de cumul, Voilà, de traumatisme en fait. Voilà, au traumatisme passé s'ajoute le traumatisme de leur arrivée en France où tout est compliqué, difficile et à des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Oui, parce qu'il y a une question d'urgence aussi dans le traitement des dossiers, puisqu'il y a une des professionnelles qui explique qu'ils ont seulement 21 jours pour constituer leur dossier. Pour se déclarer à la préfecture après leur arrivée. Et souvent, ils ne parlent absolument pas la langue. Il faut produire des pièces qu'ils n'ont pas, parce qu'ils sont souvent partis dans l'urgence absolue. Donc, on leur demande de faire la preuve de ce qu'ils ont subi. Or, on sait que les gens qui ont subi ce type de traumatisme n'ont plus un sens de la chronologie, ne savent plus quand ça s'est passé. Ils ne peuvent pas donner un récit parfois cohérent, il faut des années pour le constituer. Or, on leur demande de le faire dès leur arrivée. Et dans un temps, 3 semaines. c'est fou. Oui, de trouver une traduction. Alors, il y a beaucoup d'associations en France, mais il faut encore les trouver. Oui. La première chose, c'est qu'il faut faire la queue devant la préfecture, la nuit, le jour, qu'il vente, qu'il pleuve. Dans des conditions extrêmes. Très dur, on les laisse seuls, sans éclairage. Ils arrivent, il leur manque un papier. On ne peut pas constituer le dossier. Et donc, c'est très inhumain, Oui. je trouve. Et le travail du centre, les gens n'arrivent pas en premier lieu dans le centre. Souvent, ils arrivent après avoir déposé leur dossier et tout ça, mais on les aide finalement à reconstituer, à déjà faire face à toutes les choses, à l'urgence du logement. Où est-ce qu'on va dormir? Qu'est-ce qu'on va manger? Non, rien. Pour certains, ils ont un peu de famille ou des compatriotes, mais pour d'autres, rien du tout. Ah oui, c'est très intéressant dans votre film, le traitement que vous en avez fait, en tout cas, c'est de ressentir en même temps la force de conviction et l'implication de ces personnes qui font partie de ce centre et qui sont là pour les encadrer finalement. Oui, et puis les protéger. Ils les protègent beaucoup, hein. Ils se préoccupent beaucoup d'eux. Parce que pour eux, c'est très dur de voir arriver une famille et qui va dire ce soir, je ne sais pas où dormir. Ils n'ont pas forcément la solution. Eux. Ils sont un centre de soins, mais pas d'accueil. Donc ils peuvent les aiguiller, mais ils sont tout le temps en préoccupation pour leurs patients. Et parfois, l'avancée du travail, par exemple thérapeutique, où les personnes ont réussi à commencer à exprimer leur douleur ou la prise en charge médicale, on calme les douleurs, on arrive à identifier ce qui les fait souffrir, et bien tout ça est mis à mal finalement par les conditions d'accueil en France. Et Ils font qu'ils l'administration. avancent. D'un côté, ils avancent, mais de l'autre, ils sont paralysés. Et c'est ça la problématique très compliquée qui engage énormément personnellement. Je sens Il y a aussi une très grande pudeur, je pense, dans la façon dont ils sont accueillis. Et une professionnelle qui dit à un moment, on ne leur demande pas de raconter leur histoire. absolument, c'est très juste ce que vous dites, parce qu'en fait, en France, dès qu'ils arrivent, on leur demande de raconter ce qu'ils ont vécu pour pouvoir avoir l'asile. Or, dans le centre, on ne leur pose pas ce genre de questions.
ils vont à leur rythme. On sait très bien que c'est très difficile de raconter. Hein, des gens qui ont vécu la guerre et qui ont mis parfois 40 ans avant de pouvoir en parler, ne serait-ce qu'à leurs proches. Donc c'est très très difficile parce qu'ils pensent aussi que ce qu'ils ont vécu est du domaine de l'inimaginable. Ils pensent que les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'ils ont vécu et ils ont honte aussi parfois. Pourquoi on m'a fait ça à moi? Pourquoi on m'a réduit à rien? Pourquoi on m'a fait ces mauvais traitements répétés? Pourquoi? Ouais. Et ça dépasse même le cadre des réfugiés. Enfin, c'est à chaque fois qu'on est victime d'une violence particulière, il y a tous ces questionnements qui peuvent ressortir. Oui, c'est une violence de l'homme sur l'homme. Oui. Donc là, c'est dans le cas de, effectivement, génocide, guerre, contexte de guerre, contexte de guerre ethnique aussi, hein. Il y en a partout dans le monde, mais ça peut être aussi une violence effectivement particulière. Enfin, ça dépasse, vous avez raison de le dire, le cadre c'est la violence qu'on subit. Et finalement, il y a toujours une culpabilité. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait savoir? Qu'est-ce que j'ai fait? Une complexité sur le pourquoi et après comment on fait une fois qu'on a vu et qu'on a subi. Oui, et puis certaines personnes, des femmes qui ont subi des mauvais traitements dans certaines sociétés, elles ne peuvent pas le dire parce que si elles disent qu'elles ont subi, elles sont rejetées par leur mari, par leur famille, parce que c'est des choses donc elles ont beaucoup de mal avec ça, elles ont ce poids toujours. Et ça c'est très dur, c'est très très dur à vivre. Et je crois que dans ce centre où ils sont formés pour ça, ils savent quels sont les effets et donc peuvent laisser le temps à ces personnes de déjà retrouver un calme physique, parce que souvent les gens ne dorment pas, ne mangent pas. Ah oui, ils sont D'ailleurs, détruits. comme des zombies, ils rasent les murs. Il y a une histoire d'errance avant la reconstruction, quoi. Dans leur tête, dans leur corps, ils n'ont aucun repère, et ils ont honte, ils rasent les murs. Le psychologue me disait ça, nos patients, ils rasent les murs, c'est terrible. Ouais. Et oui, parce qu'il y a une histoire de destruction morale et Il a physique voulu les détruire, et identitaire, les presque. réduire à rien. Donc est-ce qu'ils sont encore humains? Est-ce qu'ils peuvent encore fonctionner? Certaines femmes ne sentent plus le bas de leur corps. Elles ne le sentent plus parce qu'il a été détruit. Et tout ça, c'est un très long apprentissage. Ils travaillent avec ces choses-là qui sont quand même très très difficiles, même pour eux. Hein. Les membres de l'équipe sont hantés par Sont eux-mêmes accompagnés par d'autres... pareil, ils ont ce qu'on appelle une supervision, quelqu'un qui vient entendre les membres de l'équipe parler de leurs difficultés. Alors pour en revenir au film formellement, on va dire, c'est très drôle parce qu'en fait votre film, on a effacé deux autres. En fait, au niveau de la construction, vous commencez par un plan en forêt et vous le finissez aussi. Mais alors ce qui est très intéressant, j'ai trouvé formellement, c'est que l'ouverture du film, il est dans la forêt et c'est comme un plan d'avancement en forêt. Un chemin emblématique. Voilà, chaotique, une caméra à l'épaule. Et finalement, après tout avoir amené les différents interlocuteurs qui parlent des problèmes et qui annoncent, vous finissez sur un même plan en forêt, mais avec une silhouette au loin qui s'éloigne, comme si il y avait eu une sorte de métaphore de dépassement. Peut-être il finit par entrevoir une sortie. Voilà, le bout de ce chemin de forêt. Oui, et on le voit disparaître dans l'image. Oui, vous l'avez senti comme j'ai voulu le faire, donc ça me fait très plaisir. C'est effectivement ce que j'ai ressenti. En fait, cette forêt, je n'ai pas expliqué ce que c'était parce que j'ai voulu garder le sens symbolique, mais c'est un chemin que font certains demandeurs d'asile qui sont logés dans un CADA, dans un centre d'accueil pour eux, et il faut qu'ils marchent. Il y a 1 heure de marche pour aller jusqu'au train qui les amène à Paris. Donc il n'y a pas de transport. Donc il faut qu'ils fassent ce chemin à pied, à travers cette forêt. Un chemin initiatique. On dirait, on penserait que c'est pas fait exprès, parce que le CADA par ailleurs est très bien. Mais le fait de... Et moi, quand j'ai pris cette route, ça m'a frappée. Je me suis dit, mais... Vous avez ressenti les vibrations de tous ces pas? Oui,
finalement. fait. Donc avec mon caméraman, on a marché sur le chemin et on sentait qu'il se passait quelque chose. Il y a un paramètre qui ressortait dans les agoras, les discussions avec le public. Est-ce que, enfin, sur le fait que le choix de ne pas avoir filmé les patients, ça a provoqué des réactions chez les patients? Chez les patients, je ne sais pas, parce que du coup, les gens du centre, de toute façon, ne voulaient pas parce qu'ils pensent que leurs patients ne sont pas en mesure, pour l'instant, ils les protègent. Et puis c'est un centre de soins, c'est pas un centre qui doit forcer les gens à témoigner ou leur proposer de témoigner, c'est deux choses différentes. Et moi, de toute façon, je ne voulais pas les filmer, je voulais qu'ils existent à travers la parole des thérapeutes et des médecins. Qui l'incarnent, qui les incarnent en quelque sorte. Voilà. Et sans détailler forcément les mauvais traitements, je voulais rester. Je n'avais pas besoin qu'on décrive ce qu'ils avaient subi. Je pense que quand on dit le mot torture, on n'a pas besoin d'avoir des détails. Exactement ça. Voilà, torture et traumatisme de toute façon. Voilà, comme le dit un des thérapeutes, dans le rapport d'Amnesty International, chaque année, on a la liste de ce que les gens subissent dans des pays. Donc, je n'avais pas envie, moi, de rentrer là-dedans. Je voulais rester dans... Puis en plus, je trouve qu'effectivement, montrer les souffrances, montrer l'horreur, c'est pas forcément quelque chose qui nous permet de penser. J'avais plus envie qu'on puisse penser ce que ça peut avoir comme effet, plutôt que de sidérer par quelque chose sur lequel on reste choqué, mais qui nous laisse seuls, avec ça, avec ces images. D'ailleurs, pendant les réunions de synthèse, les thérapeutes parlent des patients qu'ils ont parfois en commun, savent beaucoup de choses qu'ils ne disent pas aux autres. Ils me disent que ce qui est nécessaire pour faire avancer. Ils pensent que c'est pas nécessaire de détailler les horreurs et les choses dont ils ont été victimes. Et c'est en ça qu'on a une très, très grande pudeur finalement, qui est presque réparatrice, on va dire. Voilà, parce qu'ils ont été effractés. Ces gens de la caméra, dans un lieu, c'est aussi une effraction. Oui, quelque part, mais quel que soit le regard doux qu'on puisse porter. On ne devait pas, les patients ne devaient pas voir la caméra, ils ne devaient pas voir les appareils, ils ne devaient pas voir les matériels de lumière. On a fait très attention à ça. C'était le contrat de confiance du départ. Et on l'a respecté parce qu'on a compris l'enjeu. Et oui, cette caméra inquisitrice, ça peut rappeler. Il y a eu toujours des gens qui ont voulu forcer leur intimité. C'est la destruction de l'intime, en fait. Donc là, l'intime est préservé. Je pense que pour moi, c'est important comme posture en général. Dans le film, j'ai trouvé, je ne me suis pas forcée, ça allait dans le sens de ce que je veux faire et de ce que j'ai pu faire dans d'autres films aussi. Je n'aime pas le déballage. Oui. Et je trouve que quelquefois, ça peut être nécessaire politiquement, d'aller à Amnesty, ça peut être nécessaire, mais pas dans ce cadre. Il y a un cadre de réparation et de reconstruction plus... Puis là, je trouve qu'au centre de Lévis, je crois que j'ai compris profondément le mot prendre soin. Cette attention à l'autre, dont je ne me lasse pas, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui peut recréer de l'humanité face à des gens qui en ont été totalement privés et qui ont vu finalement la face sombre de l'homme, et la face la plus terrible qui existe, qui est son humaine. inhumanité d'ailleurs. C'est sa part d'inhumanité. Oui, tout à fait. Et donc là, je trouve que se recrée dans ce centre une part d'humanité qui peut aider peut-être à refaire un lien avec cette humanité-là, cette communauté humaine qui a été détruite. C'est formulé d'ailleurs à un moment, par quelqu'un qui explique que c'est leur redonner confiance en l'homme finalement. Oui, le lien à l'autre, parce que ça a détruit leur lien à l'autre, puisque ça les a isolés, ça a voulu les détruire, ça a voulu les faire taire. Les tortionnaires, c'est son but, faire taire, annihiler, détruire. Et eux, ils retrouvent par le biais d'un autre, qui est leur médecin, leur thérapeute, la juriste, la kiné, qui les touche, ou pas, mais qui finit par leur apprendre, par
retourner dans leur corps, ça leur permet de retrouver un lien avec l'humanité. Oui, c'est comme une réconciliation aussi. Qui est nécessaire, mais qui est très longue, qui ne marche pas tous les coups. Il y Non, a des gens parce qui que- sont définitivement Détruit. détruits. Mais si ce genre de lieu, il y en avait d'autres, parce qu'il essaye qu'il y ait d'autres lieux comme ça en France, il y en a dans chaque pays d'Europe. Je pense que ça pourrait permettre à beaucoup plus de gens de se reconstruire. Bien sûr. Et eux espèrent toujours cette reconstruction qui peut arriver même chez des gens chez qui on sait que ça serait presque impossible. Ils se gardent de juger. Et puis quelquefois, au contraire, les gens les plus abîmés peuvent retrouver une raison de vivre. Au niveau de la construction du film, vous avez procédé, ce que j'ai remarqué, c'est que vous alternez en fait les prises de parole du groupe et les prises de parole individuelles. Voilà. En fait, je voulais recréer, c'est un écho en fait de ce qui se passe au centre, parce que dans le centre, il y a la consultation intime et puis il y a le travail d'équipe. Et je voulais montrer les deux. Donc dans ces entretiens en plan serré où j'étais seule avec les personnes de l'équipe, je voulais recréer l'intime, montrer que l'intimité de la consultation, on parle à une personne, on s'adresse à une personne. Et puis le travail d'équipe, on s'attelle. Je voulais montrer les deux parce que dans ce centre, le centre s'articule autour de ces deux choses, l'intime et la prise en charge collective. Oui. Donc c'est comme ça que j'ai voulu construire le film un peu à l'image du centre. Pour moi, je voulais restituer ce qu'était le centre et comment il fonctionnait. Voilà. Comme à huis clos, et où il se passe aussi des choses d'équipe. Et l'équipe est très très importante pour chacun. Parce que même quand ça va mal pour un thérapeute, après certaines séances, c'est très très dur. Oui, ça fait des À qui conséquences. en parler? On peut en parler à l'extérieur, c'est très difficile. À ses conjoints, donc ils en parlent aux autres membres de l'équipe, ça les soutient. On le sent. Combien de temps vous avez mis entre l'idée du film et la réalisation du film? 6 ans. 6 ans. Oui, parce que je les ai connus la première fois, c'était en 2004. D'abord, il a fallu du temps pour rentrer en réunion de synthèse, être accepté par l'équipe. Puis après, il a fallu construire un projet. Et pour moi, c'était pas évident parce que c'est dur d'écrire. Je trouvais que le sujet était énorme. Comment j'allais l'écrire, comment j'allais traiter ça. Je me sentais toute petite par rapport à cette question. Je ne voulais pas tout dire non plus. Et en fait, j'ai écrit avec Diana Kolnikov, qui est ma co-auteure, et qui est une des fondatrices du centre. À l'époque, elle était psychologue du centre. Elle a quitté depuis. Mais elle m'a proposé d'écrire avec moi pour m'aider à cerner ce qui me touchait moi particulièrement. Et elle a fait un travail énorme avec moi sur le texte pour me dire non, ça c'est des généralités. Qu'est-ce qui te touche? Et du coup, j'ai pu vraiment élaborer un projet qui est aussi quelque chose de très personnel, que je n'ai absolument pas vécu. Et ça m'a touchée énormément parce que la question de l'autre, de l'étranger, de l'autre en soi, aussi de l'étranger à l'intérieur de soi, des parts d'ombre, et comment les appréhender, qu'est-ce que ça suscite, parce que après tout, l'étranger, on se méfie parfois, on peut aussi ne vit pas comme nous, comment il fonctionne. Oui, l'étrangeté de l'étranger. Voilà. Donc moi j'ai vécu beaucoup à l'étranger, je pense que c'est ça qui m'a... J'ai vécu beaucoup au Maroc, mon enfance et mon adolescence. Je pense que ça m'a peut-être donné Un sens de l'altérité. peut-être, j'ai toujours, parce que j'ai eu des relations tellement fortes avec des gens complètement différents de moi que j'ai eu cette curiosité. Mais je peux aussi, comme tout le monde, avoir un projet. Oui, une étrangeté. Ça part d'étrangeté, de recherche aussi, Voilà. qui peut être... Voilà, donc ça m'intéressait beaucoup parce que je trouve que c'est une question centrale dans la société dans laquelle on vit. Parce qu'on ne peut pas se passer de l'autre. Et comment vivre avec lui. C'est très dur, mais il faut quand même qu'on y arrive. Donc eux, je trouve, proposent par leur travail, par leur engagement, une voie qui
que j'avais envie de restituer par un film, enfin, que les gens y soient sensibles. Je ne voulais pas traiter toutes les questions, mais je voulais que ça fasse un écho. Oui, bah, c'est réussi. Quand je disais tout à l'heure que que votre film en a effacé entre guillemets, mais j'ai eu 2 perturbations pendant ma rencontre avec le réalisateur de Une autre voix. Oui, Et voilà, j'avais vu le vôtre en dernier et j'étais omnibulée, alors parce que lui il donne la parole au patient dans son film qui est sur la réparation de la voix. oui. Donc il y a cette Intéressant. histoire de patient et de docteur aussi. Et donc voilà, et puis il y a le portrait du réalisateur japonais aussi, d'Antoine Barrault, Oui, qui commence dans la forêt. Ah oui, oui. Et du coup, alors votre film, c'est pareil, il est passé par-dessus. Et je sais pas, j'avais cette idée de flou et de personnage puisqu'au début, il suit le personnage dans la forêt, qui se retourne progressivement et qui se livre. Et donc du coup, voilà, votre premier film, il y a eu une interaction aussi entre les deux. Alors du coup, je me suis rendu compte qu'il m'avait énormément marqué. Vous m'avez marqué et puis par ce choc de découverte de ce centre même. Ah oui, parce qu'il n'est pas connu en fait. Non, ben, Eux aussi, ils en font un peu une forteresse. Oui. Il faut avouer que au début, je leur disais pour rire, vous êtes un peu une société secrète finalement. Et ça me plaît, merci. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on utilise ce qu'ils font à des fins. ils veulent pas se faire récupérer. Ils ne veulent pas qu'on cite une phrase et qu'on mette. Ils veulent pas. Parce qu'ils veulent. C'est trop important. Donc je pense que mon projet, ils l'ont finalement accepté parce qu'ils ont compris que j'allais aussi dans leur sens. Et que j'étais sensible à ça. J'avais une écoute. Ah oui, oui, puis même, c'est pas démonstratif par rapport au lieu, par rapport à l'endroit. Voilà. C'est très suggéré. Ce plan dans la forêt, l'ouverture. Enfin, oui, vraiment, il y a une vraie grande délicatesse de traitement. C'est vous qui avez fait le montage? C'est Claire Atherton, la monteuse, que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrée par... En fait, on a eu une résidence de montage périphérique qui est en Seine-Saint-Denis et qui, sur dossier, offre le montage et une aide à la création, un accompagnement. Et ils avaient accepté mon projet, donc c'était les premiers à venir sur le projet, à le trouver intéressant. C'était une énorme reconnaissance pour moi. Et ils m'ont présenté Claire Atherton, que je ne connaissais pas. Et tout de suite, elle s'est passionnée pour déjà le projet avant que je le tourne. Et puis on a travaillé d'une façon, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Elle a été très frappée par la force de la parole. Et on a décidé de laisser de l'espace à la pensée, de ne pas entrecouper, de ne pas traiter ça par thème, de laisser leurs paroles un peu sur des longueurs. On en saisisse complexité. Et on réfléchit en même temps que... Enfin, nous, on a eu cette impression. Oui, le temps de réfléchir, oui. On a eu cette impression en les écoutant et on a voulu garder ça dans le montage. Combien de temps de montage? On a fait 8 semaines. 8 semaines. Ouais, c'était pas mal pour un film d'1 heure. La productrice Françoise Gazio, l'idée à l'audience, nous a donné ce temps. Parce qu'elle a compris que c'était pas... Mais on a avancé... relatif. On n'est pas resté bloqué. Mais il y avait des finesses quand même à trouver. Elle nous a laissé ce temps. On a eu un temps suffisant en fait. Donc peut-être ça serait plus... Anne, est-ce que vous avez déjà fait des films auparavant? Ouais. Et quelle est votre filmographie par exemple? Alors j'ai fait un film qui s'appelle La vie de Radeau. Il y a une dizaine d'années je ne sais pas si vous avez entendu parler de Fernand Deligny et de l'expérience qu'il a menée dans les années 60-70 avec des autistes, des enfants autistes dans les Cévennes. Il a fait des films magnifiques. Et en fait, je suis retournée 30 ans après dans ce lieu pour voir ce qu'ils étaient devenus. Alors Fernand Deligny est mort juste avant le tournage, mais il y avait des gens qui avaient travaillé avec lui depuis le début. Il vivait avec ses autistes devenus adultes. Donc j'ai fait un film là-dessus. Et puis j'ai fait un court-métrage de fiction de 20 minutes qui
qui était une histoire que j'avais écrite, une histoire d'enfant. Et puis j'ai fait un documentaire dans un centre maternel qui s'appelle C'est la vie, jeunes femmes avec leurs enfants. J'ai suivi quelques jeunes femmes pendant 1 an. Comment elles vivaient avec leurs enfants dans ce centre, comment elles en arrivaient là. Pourquoi à un moment on choisit de faire des films? Enfin, J'ai l'impression pour moi que c'est venu par hasard, parce que j'étais journaliste, j'ai travaillé à Télérama et puis à France Culture. Je faisais des émissions dans les nuits magnétiques qui étaient déjà des documentaires un peu sonores. Et j'ai eu une opportunité, au début d'Arte, c'était la 7 à l'époque, de faire un film dans une soirée thématique. Et j'avais choisi, c'était sur l'éducation des femmes. Et j'avais choisi de faire un film, j'avais proposé l'idée de faire le portrait d'une jeune fille de 15 ans avec sa mère et sa grand-mère, c'est-à-dire de parler de leurs 15 ans à elle aussi. sur 3 générations. Voilà, c'était quelque chose qui me touchait beaucoup. Et la mère de cette jeune fille de 15 ans avait été filmée quand elle avait 15 ans pour la télévision et on lui demandait quel était son rêve. Et sa fille n'avait jamais vu le film. Et en fait, je lui ai montré le film. Donc voilà, je fais quelque chose. C'est C'était beau. un film de 35 minutes. Ouais. Une résonance, une mise en abîme des 15 ans, des 15 ans. Des 15 ans. Voilà, mais pourquoi un film? C'est l'opportunité en fait. Et puis après, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un moyen d'expression qui me convenait, dans lequel j'étais à l'aise. Mais je mets beaucoup de temps à faire mes projets. Et il faut vraiment que ça naît toujours d'une rencontre. Toujours. C'est pas un sujet. C'est une rencontre avec quelqu'un et après ça se tisse. C'est ce qui ressort souvent dans les témoignages. Voilà, des des rencontres réalisateurs. avec des personnes, c'est pas le sujet en soi. Après, évidemment, ça m'amène quelque part. Je les suis dans leur monde et j'ai envie de l'explorer. Voilà, c'est la rencontre, c'est le rapport à l'autre. Là aussi, parce que je fais un film. Et la part de don peut-être aussi. Parce que c'est une vraie générosité de s'investir sur l'observation des gens et de leur restituer quelque chose qui leur appartient. Peut-être, on peut le dire comme ça. Moi, je dirais que c'est réciproque. Ah oui, c'est un échange. absolument oui, moi j'y trouve aussi, ça m'enrichit énormément parce que là ça m'a transformée à jamais. L'expérience au centre Primo Levi. C'est comme Alice qui est passée de l'autre côté du miroir. J'ai découvert une réflexion qui continue à me questionner. C'est difficile aujourd'hui d'être réalisateur en France ou pas? C'est difficile, comment dire, il faut rentrer dans un système de production. Je ne pense pas que ce soit très difficile de faire les films, même si on met du temps, c'est difficile de les diffuser. Je pense que c'est difficile de trouver un lieu, parce qu'à la télévision, il y a peu de place, il y a des films formidables, mais il y a peu de place. Donc c'est difficile de trouver un lieu pour les montrer. Et c'est pour ça qu'être ici, Ça représente quoi justement pour c'est un cadeau, c'est une récompense. Pour moi, j'ai eu une émotion absolument incroyable. J'ai reçu la lettre me disant que mon film était sélectionné. Je travaille par ailleurs à la quinzaine des réalisateurs tous les ans à Cannes, quelques mois. Et je l'ai reçu pendant le festival de Cannes. Donc j'étais en train de travailler avec d'autres équipes qui montraient leurs films. J'ai eu une émotion absolument extraordinaire parce que j'ai eu l'impression que c'était la reconnaissance de ce travail. C'était quelqu'un qui me disait, j'ai vu ce que vous avez fait, la première personne en fait, à part la productrice et la monteuse, et les gens du centre bien sûr, qui me disaient, moi je suis pas du tout, je ne vous connais pas, je connais pas ce sujet, et je vois votre film et j'ai envie de le montrer dans mon festival. Ça c'est un cadeau, je l'ai pris vraiment comme une récompense de ce travail. Et le sentiment alors, on en parlait tout à l'heure, de cette émotion devant une salle pleine. Oui. Vous pouvez en parler? J'ai été très... D'abord, j'étais stupéfaite de voir qu'effectivement la salle était pleine, mais c'est souvent le cas ici. Mais on se dit toujours, les gens peut-être vont pas venir nombreux. Et puis j'ai eu tout à coup, j'ai eu une peur panique en fait.
C'est-à-dire que le rêve de montrer le film devenait un cauchemar. J'étais partagée entre les deux. J'étais dans une excitation totale et puis j'avais envie de me cacher dans mon lit et de disparaître. Et en fait, j'ai été prise en main là, par quelqu'un dans la salle qui s'appelle Kamel. C'est complètement ma calmé. C'est le régisseur de la salle. Il m'a complètement calmée, il est resté tout à fait zen. Et puis j'ai quand même pas pu assister à la projection. Ça, je ne pouvais pas, j'étais trop nerveuse. Il y avait ma productrice avec moi, ma monteuse, Michel Soulignac de Périphérie qui me soutient. Elle m'a dit je reste avec toi, je reste avec toi. Et elles sont restées avec moi là au café et on a attendu la fin du film. Et elles sont rentrées à la fin pour voir comment ça se passait l'accueil. Et après les gens m'ont dit personne n'est sorti pendant le film. Et puis ils sont venus nous rejoindre pour la discussion et là ça allait beaucoup. Oui, et maintenant ça va parfaitement Maintenant bien. je pense que maintenant quand je vais le montrer, c'était cette première fois. Oui, Pour moi était extrêmement émouvante. Maintenant, ça y est, le film peut vivre sa vie. Il est né. il est né, il est donné à boire et Voilà. vous pouvez passer à un autre peut-être. Peut-être, j'ai pas encore vraiment de projet, ça m'a tellement engagée, ça m'a tellement... Il faut un temps, je crois, de faire le vide. Revenir avec un autre projet. J'en ai pas là, actuellement, mais je pense que ça vient. Ça va venir, Je pense, parce qu'il y a tellement de choses qui me... tout peut arriver à n'importe quel Voilà, moment finalement. je reste ouverte, j'ai toujours... Alors Anne, déjà je voulais vous remercier de vous être déplacée et aussi de porter ce regard sur le monde que vous avez avec cette délicatesse-là et finalement vous remercier d'être parmi nous. Voilà, et vous souhaiter plein d'autres films parce que ça fait du bien. Merci Muriel, merci pour cet entretien. Merci à vous. Ça va? Ça va très bien. Est-ce que Vous êtes très... J'étais à l'aise, quoi. Enfin, j'ai eu l'impression. Ah oui, ça se voit, ça se sent. Je me suis sentie en confiance. Voilà. C'est pour ça que je dis ça fait pas mal à chaque fois. Parce que Puis c'est après la projection, je pense que ça aurait été avant. J'aurais eu du mal. Mais là, c'est très bien que ça vienne après. C'est bien après. oui, voilà, parce que des fois, la projection et l'agora, c'est aussi un moment de panique, on en parlait tout à l'heure. Et j'ai fait des fois des interviews juste après l'agora, et je sais que parfois il y a une émotion qui est différente. Oui, c'est pas mal que ça retombe. Et du coup, on peut vraiment écouter. Voilà. On peut vraiment être dans l'échange. Voilà. En tout cas, vous l'avez vu en profondeur et d'une façon très sensible. J'ai pris plein de notes, mais finalement, tout ce que j'ai tout ce que j'avais relevé, vous l'avez relevé avant même que je l'évoque. Donc c'est parfait. On s'entendait bien. C'est l'interview parfaite. Exactement, formidable.